Qu'apporte l'INPP, Institut national de préparation professionnelle? Doit-on la confondre au ministère de la formation professionnelle? Comment est-elle aujourd'hui gérée? Face à face spécial. Je reçois ce vendredi 8 juillet 2022 Patrick Kayembe-Soumpi, directeur général de l'INPP. INPP pour Institut national pour la préparation professionnelle. Depuis 58 ans, cet institut vise à améliorer la qualité professionnelle de la population active, mais aujourd'hui forme aussi sans qualification et sans emploi. Patrick Kayembe-Soumpi, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le directeur général. Oui. Quelle plus-value aujourd'hui peut-on attribuer à votre institut? L'INPP aujourd'hui a comme plus-value la formation des compétences. Nous formons les compétences. Nous mettons les compétences à la disposition des employeurs. Vous mettez les compétences à la disposition des employeurs ou vous améliorez la compétence des employeurs qui participent à la vie de l'INPP? Parce qu'il faut rappeler que vous dépendez beaucoup des cotisations patronales. Oui, nous dépendons des cotisations patronales. Là, c'est un autre chapitre. Mais si nous prenons notre objet social, c'est d'abord de mettre les compétences à la disposition des employeurs, d'une manière générale. Et bien sûr, il y a des spécificités que l'INPP détient. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est de former plus des gens qui sont dans l'emploi, dans des formations continues, et de faire aussi la formation qualifiante des personnes qui ne sont pas dans l'emploi. Donc aujourd'hui, vous avez double formation, formation professionnelle et perfectionnement de ceux qui existent déjà. Il faut plutôt dire de cette façon que l'INPP forme, perfectionne, adapte et reconvertit. La définition exacte est importante pour la suite de l'émission. Parce que on ne va pas revenir sur le conflit qu'il y a entre formation professionnelle et ministère du Travail autour de l'INPP. Il n'y a même pas de conflit. Il y en a quand même, on en parle. Ça, il faut le dire, il n'y a même pas de conflit. C'est seulement un problème d'approche, mais il n'y a pas de conflit. Alors, je vais rappeler que l'INPP a été créé en 1964, il y a 58 ans, ce n'est pas nouveau, avant même le ministère de la formation professionnelle. Ça, c'est pour arrêter toute polémique de ce côté-là. Avec pour mission principale, je l'ai dit tout à l'heure, améliorer la qualification professionnelle de la population congolaise active. Oui. Maintenant, vous nous dites que vous formez aussi ceux qui ne le sont pas et qui veulent le devenir. Oui, effectivement, nous formons. Parce que quand on dit formation qualifiante, c'est-à-dire c'est la personne qui vient à l'INPP, il n'a pas une formation, nous les qualifions. Nous donnons une formation pour que cette personne-là arrive à apprendre un métier, qu'il soit prêt pour un emploi. Nous qualifions. La qualification professionnelle que l'INPP déploie aujourd'hui, c'est plus à l'endroit des personnes qui ne sont pas dans l'emploi. La formation continue, c'est pour ceux qui sont dans l'emploi. Il y a cette différence-là. Donc vous n'êtes plus que dans la formation continue. À l'origine, vous n'étiez que dans la formation continue. Vous êtes aussi aujourd'hui dans la formation de ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas, à date, avant d'entrer chez vous, entrer dans le marché de l'emploi. Le texte de création de l'INPP dit clairement que nous formons ceux qui sont dans l'emploi, c'est-à-dire c'est une formation continue, et nous formons ceux qui ne sont pas dans l'emploi pour que ces personnes-là servent aussi l'industrie, servent les employeurs. Parce que ceux qui sont dans l'emploi évoluent, ils ont une carrière, ils vont aller à la retraite. Ceux qui sont dans l'emploi, au cours de leur carrière, ils peuvent commettre une faute et être licenciés. Mais les industries en général, les employeurs en général, ont besoin d'avoir un personnel formé
pour un recrutement ne peut se faire que par rapport à un besoin. Si le besoin est là, l'employeur recrute. Mais l'employeur recrute qui? L'employeur recrute la personne qui a des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous n'êtes pas employable. Donc, l'INPP travaille en fonction des compétences demandées par les employeurs. Effectivement. Quels sont les secteurs, pour illustration, particulièrement demandés à l'INPP? Bon, le secteur particulièrement demandé à l'INPP, ça dépend. Ça dépend des provinces. Ça dépend aussi du marché de l'emploi. Je prends par exemple au Bas-Congo. Congo central. Là, ce sont les métiers des ports, liés au port, par exemple. Je prends au Katanga. Je prends l'exemple du Katanga. Là, ce sont plus des métiers qui ont impact sur les mines. Ici à Kinshasa, c'est cosmopolite. On est dans une ville où il y a des sociétés de télécommunications. On a des sociétés qui donnent leurs services, qui rendent des services. On a des sociétés diverses. Alors, les employeurs, quand ils viennent à l'INPP, c'est par rapport à leur objet social. Si un emploi est vacant, ils ont besoin de recruter, ils ne vont recruter que par rapport à leurs besoins. Et si ils manifestent les besoins à l'INPP, l'INPP forme en fonction de ces besoins-là. Et l'INPP met le personnel sur le marché de l'emploi. Ça, c'est pour les sans-emploi. Et pour ceux qui sont dans l'emploi, ils peuvent se perfectionner à l'INPP. On peut les reconvertir. Je prends l'exemple d'un comptable. Il est comptable, il a fait toute sa carrière comme comptable. Arrivé à un certain moment, il s'est dit, bon, je voudrais être auditeur. Il n'a pas les notions. Il peut venir à l'INPP, se former et être reconverti. Je prends l'exemple d'un chef du personnel. Qui est chef du personnel, il a fait une carrière de 20 ans, 10 ans. Il s'est dit à un certain moment, bon, moi je vais devenir comptable. Est-ce que cette personne doit rentrer à l'IEC pour aller faire 3 ans? Non, l'INPP peut les former pour l'emploi. On les reconvertit. Uniquement pour l'emploi, sans lui donner, enfin, on va dire, en lui donnant une plus-value en termes de pratique, mais pas forcément en termes de diplôme. En termes de pratique. Pas en termes de diplôme. Pas en termes de diplôme. Nous ne faisons pas de formation diplômant de type graduat, licence. Nous faisons des formations professionnelles. Ce sont des formations de courte durée, qui durent 3 mois, 6 mois, maximum 1 année. Et c'est en fonction des modules, des formations, que ce délai-là est réparti. Quels sont les axes de formation disponibles aujourd'hui à l'INPP? Si je dois parler des axes de formation disponibles, nous avons un catalogue de formation. Et dans ce catalogue, nous déroulons un peu toutes nos formations. Vous avez les formations en mécanique. Bon, si je dois les citer nommément, permets-moi de citer quand même nommément. Nous faisons des formations en informatique bureautique avec toutes les déclinaisons. Il y a les initiations à l'Internet, utilisation des formules, de fonctions Excel, installation, réparation, utilisation des systèmes d'exploitation, réparation ordinateur, infographie, conception de gestion, gestion des sites, développement d'applications. Ça, c'est dans le domaine informatique. On fait aussi des formations en coupe et couture, en esthétique, en frais climatisation, en mécanique générale, en mécanique automobile, en protection industrielle, en électricité des bâtiments, en électricité industrielle, en l'initiation à l'automatisme, en plomberie, en tôlerie. Bon, oui, je vois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais toutes ces formations ont été décidées sur la base d'une demande, ouais, ou sur la base
par exemple, de ceux qui sont supposés, en plus du patronat, financer l'INPP sur la base d'une politique sur l'avenir du Congo? Je peux dire les deux. D'abord les patronats, parce que la FEC, qui est partenaire à l'INPP, d'ailleurs, la FEC est membre de notre conseil d'administration, la FEC regroupe les employeurs privés. La NEP regroupe les établissements publics et les entreprises publiques et les sociétés d'économie mixte. La FEC, qui regroupe les entreprises privées, c'est par rapport aux besoins de la FEC, permettez-moi de parler en termes d'employeurs, c'est plus globalisant. Les employeurs, d'une manière générale, c'est en termes de leurs besoins que nous formons. Et par ricochet, ces besoins-là de formation impactent sur la politique de l'emploi d'une manière générale. On a parlé de préparation professionnelle, vous parlez de formation continue, formation professionnelle. Un ministère existe qui n'est pas votre tutelle, j'entends le ministère du Travail, un ministère de la formation professionnelle qui pourrait trouver ombrage à ce que l'INPP ne soit pas de son domaine. Qu'en pensez-vous? Il faut remettre les choses dans le contexte. Pourquoi l'INPP a été créé? Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, il y avait un départ massif des expatriés, et l'INPP a été créé. Et l'INPP a été créé après les études menées au niveau du BIT. Le BIT a mené des études. Le Bureau international du travail. Le Bureau international du travail. Il a mis à la disposition du gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais a trouvé nécessaire de créer un institut de formation, de préparation professionnelle. Et il a mis cet institut sous la coupe du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Pourquoi? Parce que le ministère du Travail, et Prévoyance sociale, c'est la politique nationale de l'emploi. Dans la politique nationale de l'emploi, il y a des facteurs qui jouent. Il y a d'abord la formation de ceux qui sont dans l'emploi, qu'il faut former pour une formation continue. Et d'un autre côté, il y a la formation qualifiante pour mettre à la disposition des employeurs un personnel. Ce personnel-là doit être compétent. C'est à peu près la qualifié. Même chose, c'est à peu près la même chose que le ministère de la formation professionnelle. J'en viens. Je termine. Alors, ces employés qui sont formés, qui bénéficient d'une formation continue et qualifiante, sont à la disposition des employeurs pour arriver à travailler immédiatement. Et puis d'un autre côté, les employeurs qui bénéficient du travail de l'INPP contribuent à l'INPP pour l'amélioration de cette main-d'œuvre-là. Ce qui explique les cotisations que nous percevons auprès des employeurs. La formation professionnelle en tant que ministère, les cibles n'est pas d'abord des personnes qui sont dans l'emploi, ce n'est pas les cibles. Il faut une formation professionnelle technique. Tout comme vous, puisque vous dites que ceux qui ne sont pas dans l'emploi bénéficient de vos services pour trouver une qualification pour entrer, accéder à l'emploi. Par rapport aux besoins des entreprises. Uniquement par rapport aux entreprises. Par rapport aux besoins des entreprises. Nous ne formons pas sans les besoins des entreprises. Si on arrive par exemple dans un coin, l'INPP ouvre un bureau. Je prends un exemple, à Aarhus par exemple. On ouvre un bureau à Aarhus. Et à Aarhus, une entreprise s'installe. L'entreprise qui s'installe à Aarhus demande à l'INPP. les besoins
de l'entreprise qui s'installe à Aru, c'est d'avoir des électriciens, par exemple. L'INPP forme des électriciens pour les besoins de cet employeur. Nous nous formons par rapport aux besoins des entreprises. Alors que le ministère de la formation professionnelle, lui, par contre, sa formation n'est pas ciblée comme nous le faisons chez nous. Oui, mais sa formation, ou en tout cas sa politique, devrait être de permettre à toutes les entreprises congolaises de trouver de la compétence pour prospérer. Oui, mais un peu comme vous. Oui, de trouver de la compétence pour prospérer. Je dirais que les universités forment aussi. Les écoles forment aussi. Mais les écoles et les universités forment d'une manière générale pour mettre des techniciens sur le marché de l'emploi. Mais pour les besoins de quelle entreprise? Les entreprises viennent et chacun peut solliciter la personne qui est formée, cette formation générale, à l'université. Après son cursus universitaire, il sollicite un emploi. Mais à l'INPP, nous ne nous formons pas d'une manière générale, nous formons par rapport aux besoins. Vous êtes l'appendice de ces entreprises. Nous sommes l'appendice de ces entreprises. Des entreprises. Nous sommes à la disposition des entreprises pour des formations. Ce qui n'est pas le cas du ministère de la formation professionnelle. Ce qui n'est pas le cas du ministère de la formation professionnelle. Nouvellement formé, nouvellement créé il y a 2-3 ans, oui. Alors que vous, ça fait beaucoup plus longtemps. Est-ce que, au regard de l'évolution 1958, 64 ans de cette formation professionnelle, vous devriez toujours dépendre du ministère du Travail, ou le ministère de la formation professionnelle ne serait pas une plus-value pour vous, dans le sens où on se focalise désormais au niveau du gouvernement sur le fait qu'il faut avoir plus de compétences par rapport aux besoins des entreprises? Là, il faut revoir d'abord tout l'arsenal juridique. Il faut revoir tout l'arsenal juridique du pays. Parce que la création de l'INPP, c'est base de statuts, créant l'INPP. Il y a des décrets, des ordonnances et des lois. S'il faut que nous dépendons du ministère de la formation professionnelle, c'est là comme conséquence, nous ne serons plus un instrument au service des employeurs. Et ce que nous percevons comme cotisation patronale, les employeurs, ça ne serait plus important que les employeurs payent ces cotisations patronales. Pourquoi vous ne seriez plus directement, alors que ce serait de la compétence non plus du ministère du Travail au niveau du gouvernement, mais du ministère de la formation professionnelle qui serait un peu plus proche de cette formation professionnelle voulue par les entreprises? Non, le ministère de la formation professionnelle, ils ne sont pas en lien avec les entreprises. Nous sommes en lien avec les entreprises. Parce que si ces entreprises disent qu'ils n'ont plus besoin de l'INPP, l'INPP ne formerait pas par rapport à leurs besoins. Nous nous formons que par rapport aux besoins de l'entreprise. Quand vous venez par exemple à l'INPP, tous nos équipements, les équipements de l'INPP, c'est en fonction des industries que nous trouvons ici. Et c'est les besoins des entreprises qui s'expriment à l'INPP. Et de cette manière, la loi prévoit une collaboration entre l'INPP, les entreprises, par le comité consultatif permanent. C'est-à-dire ce comité-là, c'est un comité consultatif pour avoir les besoins des entreprises pour que l'INPP puisse déployer l'activité de formation en fonction de leurs besoins. Vous êtes l'appendice des entreprises, vous ne relevez en rien de l'État, dans le sens où votre seul financement, ce sont les entreprises et pas l'État? Non, nous relevons de l'État. Nous sommes un établissement public créé par une ordonnance loi 206. On l'aurait bien compris, mais en termes de fonctionnement... En termes de fonctionnement, nous dépendons de l'État. Pourquoi? Nous dépendons de l'État
Dans les ressources de l'INPP, il y a les subventions de l'État qui font déjà 50%, il y a les cotisations patronales, il y a les dons et legs, il y a les rétributions exceptionnelles. Les 50% de l'État qui vous parviennent régulièrement. Ça ne nous parvient pas régulièrement, hein, mais quand le budget de l'État est disponible, on les donne. Quand 50% de votre budget n'est pas disponible, comment est-ce que vous faites pour tourner? Oui, raison pour laquelle, je sais que cette question viendra après, raison pour laquelle nous recourons par moment aux sans-emploi qui payent des frais à l'INPP pour nous permettre d'assurer la formation. Et c'est là où nous arrivons à la formation professionnelle. Les employeurs pour qui vous dites travailler, leurs cotisations ne suffisant pas, l'État sous la tutelle de qui vous êtes ne vous finançant pas, le financement vient de celui qui cherche emploi. On passe de la formation professionnelle des entreprises à la formation d'un kidam, vous et moi, monsieur Lambda, pour la recherche d'un emploi. Comment est-ce que vous expliquez ce fait? Oui. Une formation qui peut coûter $300. Je prends un exemple. Une formation qui peut coûter $300, $600, $1000. Nous, l'INPP, nous les faisons à $200, par exemple. Nous les faisons à $100. Cela, c'est pour permettre à la population désireuse d'avoir un emploi, de venir à l'INPP en fonction des besoins qui sont émis par les entreprises et nous formons à moindre coût. Parce que la formation coûte cher. La formation coûte cher. D'abord, les équipements qui doivent suivre coûtent cher. Entretenir ces équipements-là, ça coûte cher. Avoir comment est-ce qu'on dit, tout ce qui doit sous-tendre au fonctionnement de ces équipements-là, ça coûte cher. Mais à l'INPP, on fait une formation, d'abord pour les employeurs qui ne payent rien, et c'est les sans-emploi qui viennent, nous payent des montants qui nous permettent, ne fût-ce que de former, mais nous suppléons à ce qu'ils donnent. Ce que vous demandez aux sans-emploi, est-il à la hauteur des bourses qui sont les leurs? Non, quand vous me posez cette question-là, ça serait difficile que je vous réponde, parce que les bourses, c'est comme l'université aujourd'hui. Si quelqu'un va à l'université, c'est parce qu'il en a les moyens. Mais la formation professionnelle, c'est pas forcément, c'est pas élitiste. L'université est élitiste. Oui. Vous êtes à la formation professionnelle de base. Oui. Est-ce qu'il faut dépenser autant d'argent pour être à la base ou avoir accès à l'emploi? Vous avez parlé de bourses, mais ce n'est pas l'argent déboursé à l'INPP comparé à une formation qui se donne dans une autre structure qui n'est pas l'INPP. Universitaire. Non, formation professionnelle. Je parle bien de la formation professionnelle. Nous sommes d'accord. Qui, comparé à une structure de formation professionnelle, à l'INPP, ça coûte moins nécessairement. Parce que vous n'êtes pas diplômante, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la qualité de la formation donnée par l'INPP et par ces autres instituts de formation professionnelle est équivalente? Non. Parce que nous certifions toutes nos formations. À l'issue de la formation de 3 mois, vous êtes électricien, nous vous certifions comme électricien. Vous êtes plombier, nous vous certifions comme plombier. Et ainsi de suite. Et la formation qui se donne à l'INPP, parce qu'au bout du rouleau, c'est l'emploi qu'on veut. La personne qui vient se former à l'INPP, au bout du rouleau, il cherche un emploi. Et quand les entreprises sollicitent l'INPP, vous avez formé dans tel domaine, nous on a besoin de ces compétences-là. Mais l'INPP peut donner ces compétences-là. Parce que nous disposons d'une banque de données. On donne aux entreprises ces compétences que nous avons formées chez nous. Par contre, celui qui se forme dans les privés, il n'aura pas la même chance que celui qui est à l'INPP. Parce que nous, on est en contact avec les entreprises, par la FEC, par la NEP.
et par tous les autres secteurs. Même si ailleurs, il a des formations diplômantes. Même s'il y a des formations. Et nous ne faisons pas concurrence à cela. Mais aussi, il faut le dire, mais la loi donne les capacités, a permis à l'INPP que chaque centre de formation qui doit s'ouvrir, l'INPP doit donner son avis. La loi a donné cette possibilité à l'INPP. Elle a donné cet avis pour agréer ces centres de formation. Donc, d'une manière générale, ces centres privés aussi dépendent aussi de l'INPP. Parce que si l'INPP n'agrée pas, ces centres-là n'existeront pas. Nous agréons ces centres-là. Mais dans la relation privilégiée que nous avons avec les employeurs, ils ne l'ont pas. Est-ce qu'on peut former un électricien, un maçon en 3 mois, en 6 mois, vous avez dit, alors que c'est des formations de 2, 3 ans ou plus? Nous pouvons former en 3 mois, en 6 mois. Un électricien? Un électricien. Sans aucune base? Sans aucune base. Je suis nul en électricité. Nul, zéro. En 3 mois, en 6 mois, je peux faire un bon électricien. Je vais aller inonder le marché des électriciens, des à peu près électriciens ou des électriciens compétents? Pas des à peu près, des électriciens compétents. Nous avons formé plusieurs personnes dans différents domaines qui sont très compétents, qui sont en train de travailler aujourd'hui dans les entreprises. On voit comment, dans certains secteurs aujourd'hui en RDC, le travail manuel passe de la qualité qu'elle était à l'époque à de la piètre qualité qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas le risque de formation rapide? Non. C'est pas le risque de formation rapide. C'est l'attrait que les populations congolaises, d'une manière générale, ont vers des formations qui se font au coin des rues. C'est-à-dire, vous avez un grand frère, un aîné qui a appris l'université, qui a appris l'électricité, le fait de vous amener chaque fois dans un chantier, et vous regardez comment est-ce qu'il fait toutes les manœuvres au chantier. Alors, comme il vous demande, bon, ça va, tu peux me relier ces fils-là, tu peux faire ceci, apporte-moi les testeurs, et tu te fais toi-même électricien. Le boy chauffeur devenu chauffeur. Oui, tu te fais toi-même électricien, alors que tu n'as pas les compétences pour ça. En 3 mois, 6 mois, vous pouvez? En 3 mois, je vous garantis, Christian, je ne parle pas en l'air. Il y a les entreprises de la place qui peuvent témoigner. Parce que nous avons les retours des entreprises qui peuvent témoigner que les formations qui se donnent à l'INPP sont des formations de qualité. Raison pour laquelle nous disons, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer, que dans le projet de 145 territoires, l'INPP aura un grand rôle à jouer. Et nous nous sommes déjà positionnés par rapport à ce projet de 145 territoires, et nous avons écrit au gouvernement pour que le gouvernement accepte que l'INPP se positionne dans ces projets-là. Les 145 territoires, c'est 145 territoires clairsemés partout en République démocratique du Congo. L'INPP n'est pas partout. Vous formez à Kin, formez à Goma, formez à Mbujimaï pour envoyer dans des territoires où justement on veut créer des compétences locales? Effectivement, l'INPP est partout. Nous sommes déployés de sorte qu'on puisse servir toute la RDC. Pas dans les 145 territoires. On est dans presque tous les territoires. Dans presque tous les territoires. On a 44 centres de formation à travers les pays. Je peux les citer en passant. Oui, mais 44 sur 145, il y a une centaine de différences. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a 44 centres de formation à travers les pays, dans tous les où on peut relier. Nous sommes encore en train de nous déployer dans les autres territoires où l'INPP est absent aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, si le gouvernement vient en appui à l'INPP, donne les moyens à l'INPP, l'INPP se déploie et permettra à ce que ces contrées-là se développent aussi.
Parce que la formation professionnelle, c'est la clé du développement. Et tout le monde n'est pas censé être à l'université. Quand vous et moi, quand on était chez les parents attendaient de nous, soit vous serez médecin, vous êtes fils de médecin, vous serez avocat, économiste. C'est tout ce que j'entendais moi à la maison. Parce que moi je suis fils d'un professeur. C'est tout ce qu'on entendait à la maison. Mais arrivé dans la vie professionnelle, on se rend compte que tout le monde n'est pas censé faire l'université. Le travail peut être fait aussi par ces ouvriers que nous manquons aujourd'hui. Quand on grandissait, moi j'habitais Mongafula, j'ai habité Lemba, j'ai habité aussi Mongafula. Vers Salongo, on trouvait de vieux papas qui étaient là, qui avaient exposé, Qui des œuvres d'art, voilà. Oui, vous vous souvenez de cette époque-là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de main-d'œuvre dans ces domaines-là. On n'a pas beaucoup de maçons, c'est à compte au bout des doigts. On n'a pas de peintres, on n'a pas de plombiers. Mais ça, c'est la politique. C'est la politique nationale. Ça, c'est pas le ministère de l'Emploi, ça, c'est le ministère de la formation professionnelle. C'est la politique nationale que nous avons. Nous sommes victimes de cette politique-là. Aujourd'hui, je dis, on doit changer les choses. 58 ans après, avec l'INPP, on doit changer les choses. On doit faire comprendre à la population que par la formation professionnelle, si vous avez un métier, électricien ou plombier, vous pouvez faire vivre votre famille. Excusez-moi de vous rappeler que ça, c'est justement la raison qui a concouru à la création du ministère de la formation professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'on n'est pas en conflit avec le ministère de la formation professionnelle, c'est juste un problème d'approche. Aujourd'hui, l'INPP génère des fonds, n'octroie peut-être pas comme il se doit les fonds de l'État, mais génère des fonds importants qui ont valu d'ailleurs à votre prédécesseur de ne plus être en fonction. Aujourd'hui, comment cela se passe en termes de gestion, en termes de revenus? Ce sont principalement les cotisations patronales que nous percevons auprès des employeurs. À quel niveau? Bon, je ne peux pas donner des chiffres ici, notre chiffre d'affaires, mais nous percevons des cotisations patronales qui sont répartis comme suit. C'est dégressif. De 1 à 100 travailleurs, c'est 3%. De 100 à 300 travailleurs, c'est 2%. Et de 300 à X, c'est 1%. Ce que doivent payer les entreprises à l'INPP. C'est ce que les employeurs paient à l'INPP. Les employeurs d'une manière générale. Tous les employeurs. Top Congo y compris, toutes les sociétés compris. Toutes les sociétés compris. Ils payent. C'est tout dégressif. Ce qui doit générer beaucoup d'argent chez vous. Ça génère de l'argent qui nous permet de fonctionner. Mais ça ne génère pas suffisamment d'argent qui peut permettre à l'INPP de se déployer partout et d'être équipé. Parce que les équipements, avec le concours de nos partenaires internationaux, je peux citer l'organisme comme JICA, comme l'AFD, comme le GIZ, comme le PNUD, comme la Banque mondiale, ils viennent en aide à l'INPP. Aide l'INPP pour s'équiper. Mais sur fonds propres, nous ne pouvons pas, même avec ce que nous percevons auprès des employeurs, équiper l'INPP. En termes de gestion, vous avez mis des garde-fous pour que le passé de l'INPP ne se reproduise pas? Oui, je pense que nous avons capitalisé les recommandations de l'IGF. Nous avons capitalisé et nous avons pris des mesures rectificatives par rapport aux reproches que l'IGF avait soulevés. Nous avons pris quelques mesures, entre autres, nous avons mis en place des manuels de procédure
pour réglementer. Nous avons respecté, nous respectons tant soit peu les marchés. Les marchés, c'est pas selon les normes. Marché public. Les marchés publics à l'INPP. Nous sommes en train d'encadrer tous ces domaines-là pour que les erreurs du passé ne reviennent plus. Il n'y a aucun souci de permutation de compétences. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est à vous de déterminer, mais les partenaires peuvent vous recommander. Effectivement. Les partenaires peuvent nous recommander. Il y a une certaine presse a prétendu que j'aurais affecté environ 300 personnes. C'est une fausse information à la base, parce qu'à l'INPP, rien qu'à la direction provinciale, nous avons environ 340 agents, environ. S'il faut affecter 300 personnes, donc il faut vider la direction provinciale et amener d'autres personnels pour qu'ils puissent travailler. Donc, c'est une fausse information qu'une certaine presse s'évertue à écrire pour des intentions, je crois, malveillantes. Et les affectations, par rapport aux partenaires, les partenaires peuvent nous conseiller, comme vous avez dit, mais ne nous imposent pas et nous laissent gérer. Mais peuvent regretter que ceux qu'ils vous ont conseillé, parce que plus compétents, n'aient pas été repris. Non, ce n'est pas ça. Plus compétent, je ne pense pas. Plus compétent, je ne pense pas. Parce que jusqu'à ce jour, les affectations, les permutations qui ont été faites ont respecté effectivement les différents projets que nous avons avec, principalement avec la JICA, et avec l'AFD. Nous avons respecté, nous avons mis des personnes qui sont aptes à travailler à ces postes-là. Mais vous savez, dans la gestion de l'entreprise, moi, par moment, je compare un peu à un coach. Vous êtes comme un coach. Par moment, dans un match de football, vous pouvez avoir un joueur de la trempe de Ronaldo, mais que vous sortez pour faire entrer un jeune joueur qui fait aussi des prouesses. C'est ce que nous faisons. Et nous permettons aux agents, avec ces permutations, qui donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Ce n'est pas une chasse aux sorcières de l'équipe de votre prédécesseur? Pas du tout. Je suis enfant INPP. Moi, j'ai fait 20 ans l'INPP. Avant d'occuper ce poste, c'est DG. J'étais directeur des ressources humaines. C'est pour vous dire simplement que je connais le personnel INPP. On parle de méfiance des partenaires face à certaines permutations de compétences au sein de l'INPP. Un exemple, le projet PNUD de la filière des formations en création de mini-barrages semble avoir été suspendu pour ça. Non, c'est une fausse information. Il n'y a pas de réticence de partenaires suite à des permutations. Pour rappel, le statut de l'INPP dit clairement que le directeur général dispose du personnel. Et les partenaires qui viennent chez nous ne nous obligent pas à affecter X, Y personnes à un poste. Mais ils vous l'ont conseillé. Ne nous obligent pas. Mais ils vous ont conseillé. Non, ils nous conseillent quand nous travaillons avec en partenariat. Pour raison d'efficacité, des permutations se font. Des mutations se font. Mais ces mutations-là, ces permutations-là n'entravent pas les projets. Je reviens au projet de filière création de mini-barrages. Mini-barrages. C'est un projet que j'ai trouvé sur la table quand je suis arrivé. Ce projet prévoyait effectivement que l'INPP construise un mini-barrage. Mais le dossier a été négocié à l'époque, quand moi je n'étais pas encore DG. Le dossier a été négocié à l'époque et quand nous arrivons, le dossier était sur la table. Après relecture, nous avons senti les besoins
de renégocier ces contrats avec les PNUD. Sur quelle base ce besoin? Le besoin, c'était que le barrage, ce qu'on devait construire là, nécessitait c'est que l'INPP mette les moyens, le PNUD mette aussi les moyens en équipement et en construction. Mais dans les contrats qui étaient presque signés, ne donnait pas les moyens ni au PNID, ne permettait pas au PNID de mettre les moyens à l'INPP, ni à l'INPP de remplir ses obligations. Nous avons appelé les PNID, on était assis autour d'une table, on s'est convenu avec les PNID de revoir ce contrat-là. Les PNID a effectivement acquiescé. Ils nous ont dit, effectivement, vous avez raison, le contrat n'était pas très bien négocié. Nous devons renégocier les contrats et nous sommes entre-temps encore pour parler. Oui. On ne peut pas terminer, puisque vous ne pouvez pas nous donner les chiffres d'affaires et tout, sans parler d'autres chiffres. Combien mettez-vous sur le marché de l'emploi chaque année de personnes formées? Environ 44 000 personnes. C'était l'année Covid, l'année passée, l'année Covid. Mais les autres années, nous arrivons environ à 50 000 personnes formées.